Mardi 17 février. Il est 19h18. Salut. Le portable d'Emmanuel Macron vient de sonner. Manuel Valls, le Premier ministre. Il appelle en urgence son jeune ministre de l'économie. Dans 40 minutes, ils seront tous les deux sur le plateau d'un journal de 20 h. Valls sur TF1, Macron sur France 2. Bon, ça roule. Communication de crise pour une journée historique. À l'Assemblée, le gouvernement vient de passer en force avec l'article 49.3. La loi Macron n'avait pas de majorité. Après des mois de bras de fer, le ministre refuse d'y voir un échec. Quelles erreurs ont été commises? Peut-être une erreur de naïveté, s'il y en avait une. Mais Lequel? celle-là, je la recommettrai avec plaisir. Laquelle? Non, mais celle de ne pas vouloir jouer tous les jeux d'appareil. Mais je crois pas qu'il y ait eu d'erreur à proprement parler. 19h40, arrivé à France 2. Ça va? Bonsoir. Vous allez bien? Bonjour. Le président de France Télévisions est là pour l'accueillir. Des heures et des heures. 200. Je suis entré dans une secte. Ah oui, écoute, mais bon, c'est la vie. Hein. C'est le boulot en même temps. Bonjour, monsieur. C'est après, ça te permet de capitaliser et de... 200 heures de débat pour capitaliser, dit-il. Mais sur quoi? Les réformes ou son propre destin? Ouais. J'ai pas taché ma chemise, là. C'est vous qui... Non, ça va? Là, c'est un petit peu, une toute petite tache, mais enfin, bon, je pense pas que ça se voit. Ça se voit pas? Non, c'est vous les professionnels. C'est en me rasant ce matin. Je pensais au texte. L'allusion n'a échappé à personne. Depuis la phrase de Nicolas Sarkozy, se raser le matin, c'est déjà penser à la présidence. Emmanuel Macron connaît ses classiques. Je peux vous confirmer que le gouvernement va continuer à travailler, à réformer plus vite et plus fort. Oui. Où s'arrêtera Emmanuel Macron? Cet ancien étudiant en philosophie qui force la gauche à se redéfinir. C'est une loi de droite. D'ailleurs, si elle passe, ça va être avec des lois de la droite. Regardez, le MEDEF, on est ravis. Qui est ravi de cette loi? Qui la commande? Qui en est ravi? Non, c'est une loi de droite. Si la réponse, c'est considérer qu'avec 10% de chômeurs et 25% de chômage des jeunes, eh bien, tout est bien qui finit bien, madame la députée, alors ça n'est pas une réponse de gauche acceptable. Ce touche-à-tout, passer de la banque à la politique. C'est un militant politique, je respecte beaucoup là-dessus. Ça peut surprendre même des gens au PS. C'est un militant politique, c'est un homme de conviction. Non, mais il a un côté pipoteur, c'est évident. Il a un côté pipoteur de génie, mais il a un côté pipoteur. Ce ministre, jamais élu, mais à l'avenir prometteur. Moi, je pense qu'il a l'étoffe, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, je le dis depuis des années, je l'ai dit tout de suite. Je l'ai dit qu'il a l'étoffe d'être président de la République. Je l'ai dit dès que je l'ai vu. Sauf que dans 2 ans et demi, s'il ne se lance pas en politique au sens militant et électif du terme, ça sera fini. Donc ça sera un passage éclair. Portrait d'un ministre qui se rêvait écrivain et dont la vie s'écrit et se feuillette à la manière d'un roman. Tout avait pourtant bien commencé. Dans les locaux déserts du ministère de l'économie en ce dimanche du mois de décembre, seul le ministre et ses proches collaborateurs sont au travail. Allez. Pardon, je suis à la bourre. L'ambiance semble décontractée. Quelqu'un veut du café ou du thé? Voilà. Avec son jean et sa chemise ouverte, le ministre est pourtant plus tendu qu'il n'y paraît. Il est venu pour motiver ses troupes. C'est à l'approche du combat que le samouraï acquiert la sérénité. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on soit totalement décidé. À cet instant, ils sont les seuls à connaître le contenu de la loi Macron. Le ministre peaufine son plan de bataille. C'est une loi pour revitaliser l'économie française, pour débloquer. Et qui sont aujourd'hui les principales victimes de tous ces blocages? Les jeunes. Et donc je pense qu'il faut qu'on axe tout là-dessus. Donc c'est comme ça qu'il faut l'expliquer. Mais ses conseillers le mettent en garde. Les critiques les plus virulentes pourraient venir non pas de l'opposition, mais de son propre camp. Le principal scandale. Ouais, pardon, Sibeth. Il ne faudrait pas non plus, et je pense notamment à la question du travail du dimanche, qu'on ait l'impression que les jeunes sont ceux qui vont venir boucher les trous, et je pense notamment pour l'aile gauche du parti,
espèces de chiffons rouges qu'on agite. Emmanuel Macron s'attaque à un symbole, le travail du dimanche. Cette mesure divise la gauche. Le ministre est un optimiste, il espère convaincre. Non, enfin, cela dit, Vous pensez que vous y arriverez? Je vous dis, moi j'ai confiance dans l'intelligence collective et le peuple français. Moi j'ai toujours vécu à l'aune de la phrase de Lévinas, la confiance c'est le problème de l'autre. Fais confiance, si l'autre ne veut pas prendre, alors peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que ça va rater. Mais en politique, le problème de l'autre peut devenir votre problème. Bien sûr, il l'est déjà, je vous rassure. Il l'est déjà. Non mais, on continue là. C'est un truc de dingue. Allez, fait complètement foutu en l'air la réunion. Allez, on y retourne. 3 jours plus tard, Emmanuel Macron a remis ses habits de ministre. Prêt au combat, il entre aujourd'hui dans l'arène de la politique. Au même moment, dans les rues de Paris, ce sont des militants de gauche qui mènent le combat contre sa réforme. À les entendre, ce ministre socialiste ne serait pas vraiment des leurs. C'est un bon symbole de la droite, voilà, du visage de la droite. Voilà, ce banquier de Rothschild qui joue les bons élèves vis-à-vis du MEDEF, qui joue les bons élèves vis-à-vis de Bruxelles. Voilà, il incarne tout ce mépris de l'enjeu du progrès social dans ce pays. Employé, huissier, avocat, notaire, avec sa loi, Emmanuel Macron s'est fait d'un coup beaucoup d'ennemis. Face à la colère de la rue, sur le bateau qui l'emmène vers l'Assemblée nationale, il affiche pourtant une apparente sérénité. journée difficile aujourd'hui? Difficile, non. Importante, oui. Importante. C'est le début du travail de conviction qui commence. Propulsé ministre de l'économie à seulement 36 ans, il garde la fraîcheur des débutants et semble encore un peu étonné d'être là. Ni d'énervement, donc chaque étape qui passe est importante, mais il faut la prendre dans le bon ordre. Vous avez des femmes, là. Et, vous savez, je dois vous dire que je ne sais toujours pas si on vous voit de l'autre côté des fenêtres. Donc, par politesse, je dis bonjour, mais ne vous emballez pas, parce qu'il se peut très bien qu'ils ne sachent absolument pas qui y a dans le bateau. Donc, vous pouvez croire qu'on nous prend en photo, nous, mais je ne suis pas sûr. Je crois que les trucs sont teintés. Un ministre joueur et lucide, étonnamment décontracté, alors que dans quelques minutes, il va devoir réussir un examen de passage. Eh ben, ça va être dur de passer, là. Prochaine étape, convaincre les députés socialistes. Une trentaine d'entre eux, les frondeurs, menacent de voter contre la loi, à cause du travail du dimanche, mais aussi peut-être à cause de la personnalité du ministre. Je l'ai trouvé très formaté. Je n'ai pas vu beaucoup de connaissances du monde réel, de nos territoires, et je l'ai trouvé très enfermé dans ses certitudes. Pour certains élus de terrain, Emmanuel Macron a le visage d'un étranger. Un pur produit de l'élite parisienne, grandi trop vite sous les ors de la République. Pas assez proche du terrain, pas assez socialiste. Le ministre, lui, revendique sa différence. Vous savez, à la fin, la phrase qu'avait dit François Mitterrand, à la fin des années 70, personne n'est en situation de donner le brevet de socialisme. C'est le peuple qui le donne. Parce que c'est ça leur vrai problème. C'est que je ne leur ressemble pas. Je ne serai pas socialiste, non tact. Ils représentent leur propre histoire du socialisme, mais qui n'est pas la mienne. Mais je n'ai peut-être pas envie de leur ressembler. Et vous pensez que le peuple va vous délivrer un brevet de socialiste? On verra. Il faut d'abord lui demander. L'ascension du jeune ministre commence au début des années 2000, lorsqu'il réussit le prestigieux concours de l'ENA. Julien Aubert est issu de la même promotion que lui. Aujourd'hui député UMP, il se souvient d'un étudiant brillant et déjà charismatique. C'est quelqu'un qui, même il y a 10 ans, était exactement identique. C'est une personnalité solaire. C'est quelqu'un qui est sociable, amical, chaleureux. C'est un peu le profil Barack Obama. C'est Barack Obama, vous voyez, c'est cette espèce de flegme, de savoir où il est, et en même temps, quand il commence à parler, à bouger,
vous tombez un peu sous le charme en disant tiens, j'ai envie d'être son ami. Sorti de l'ENA dans les premiers, Macron brûle les étapes. En 2007, Jacques Attali le repère et le nomme rapporteur de sa commission sur la croissance. À seulement 30 ans, il y côtoie le gratin de l'économie et de la finance et devient le protégé d'Attali. Ce qui m'a impressionné d'abord, c'est sa compétence. Très, très exceptionnelle. Ta compétence technique, vraiment, il a une connaissance encyclopédique des dossiers les plus récents dont j'avais besoin à ce moment-là. On a travaillé ensemble très vite, comme si on se connaissait depuis 15 ans. Quoi. Sa carrière est lancée. Grâce à Jacques Attali, il devient associé à la banque Rothschild. Un monde secret. Aucun de ses anciens collègues n'a accepté de nous rencontrer. En 2012, il est nommé conseiller du nouveau président de la République, François Hollande, puis ministre de l'économie. Une réussite rapide et spectaculaire. Il est accusé d'arrogance par ses détracteurs. Le ministre affirme pourtant n'avoir rien à voir avec cette caricature. Moi, je ne suis pas né dans l'élite. Je n'ai pas hérité, je ne me suis jamais projeté comme devant participer à une élite. J'ai passé des concours de la République il n'y a pas si longtemps. Ils sont ouverts à tout le monde. Il faut juste travailler pour les avoir. Et j'ai toujours travaillé, c'est tout. Un jeune homme travailleur, issu d'un milieu provincial. Pour son camarade de promotion, c'est peut-être cette origine qui expliquerait sa soif de réussite. Pour des gens qui viennent comme ça, de milieux un peu provinciaux, etc., il y a toujours une revanche, une forme de revanche sur la vie, qui est de dire je veux aller vite, je veux... Quelque part, chaque conquête que je fais est une démonstration d'où je viens et une forme de fierté par rapport à d'où je viens. Des parents médecins, une femme rencontrée à 16 ans sur les bancs du lycée. Il ne nous en dira pas plus. Emmanuel Macron refuse d'évoquer sa vie privée. C'est l'une des conditions qu'il a posées avant d'accepter notre tournage. Et je n'aime pas le voyeurisme sur la vie privée. Je pense que on peut être un responsable politique, on peut être un responsable public sans déballer sa vie privée. Et il y a derrière ça, en fait, le symptôme d'une immense défiance à l'égard des politiques. Donc je suis pour la transparence, mais moi je crois à l'autorité. Je crois à la verticalité du pouvoir politique. Elle n'empêche pas le travail de conviction, de confrontation, mais je crois à une forme de verticalité qui n'existe plus. Et donc pour moi, l'horizontalité complète dans laquelle on vit, où toutes les idées se valent, où toute chose se vaut, c'est la défaite de la pensée. Et potentiellement la paralysie de l'action. Donc j'essaie de, tant bien que mal, de lutter pour pas que ce soit le cas. Donc je n'aime pas l'époque pour cela. Un ministre moderne, mais qui n'aime pas son époque. C'est tout le paradoxe du style Macron, à la fois classique et volontiers iconoclaste. Le trublion de la gauche est d'abord un premier de la classe. Un bon élève de la politique qui a très vite appris son nouveau métier. 4h30 du matin, au marché de Rungis, un incontournable de la communication politique. Ici, sous l'œil des caméras, on apprend à s'intéresser à l'art de découper une tête de veau. Ce matin, là, il y a moins de 200 ici. Il y a 200 langues. Il y a moins de 200 têtes. Et pas toujours facile de trouver quoi dire. C'est beau. Ah ouais. 200 langues. Rungis, l'empire de la tête de veau et de la langue de bois. 4 mois après avoir été nommé, Macron y a déjà des airs d'homme politique en campagne. Officiellement, il n'a pas d'ambition politique, mais à le voir ce matin, on pourrait en douter. Souriant, chaleureux, il a même appris à lever son verre sans tremper les lèvres. Et il assume, la communication fait maintenant partie de son métier de ministre. C'est comme ça, c'est le jeu politico-médiatique dans lequel on vit. Et donc, à partir du moment où on croit dans l'action politique, on décide de faire ça, on compose avec la part de cirque ou la part d'artifice qu'il y a. Il faut composer avec, il ne faut pas se perdre dedans.
sont en train de craquer nerveusement. Nourrir la machine médiatique Il faut leur donner un truc. sans qu'elle le dévore. Non mais je vous vois bien là. Un numéro d'équilibriste pour celui qui voudrait aussi garder sa liberté de parole et qui a déjà déclenché plusieurs tempêtes. Au mois de septembre, il donne à la radio sa première interview en tant que ministre. Dans les sociétés qui me sont données sur les dossiers que j'ai, il y a la société GAD. Vous savez, cet abattoir. Oui, oui. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Illettré. Le ministre est accusé de mépriser le peuple. Pour éteindre l'incendie, il va s'excuser publiquement, le jour même. Et donc, mon premier regret, mes excuses les plus plates, elles vont à l'égard des salariés que j'ai pu blesser, que j'ai blessés à travers ces propos, et je ne m'en excuserai jamais assez. Mon action... Quand vous êtes multimillionnaire et que vous êtes de la banque Rothschild, quand bien même vous êtes un homme sincère, quand bien même vous êtes mu par une ambition légitime de servir votre pays, vous ne pouvez pas dire, vous n'êtes pas autorisé à dire à des gens qui sont illettrés. Vous ne pouvez pas parce que c'est vous. Voilà, c'est comme ça. Il a manqué de sens politique là-dessus. Il n'a pas réalisé qu'il était devenu ministre. Quelques semaines plus tard, il va de nouveau faire parler de lui. Pour des propos tenus à Las Vegas. Emmanuel Macron était venu y soutenir les jeunes entrepreneurs français du numérique au Salon des Nouvelles Technologies. Il y vante l'excellence française et la réussite et finit par confier cette phrase à un journaliste. Et l'autre société, là. Une célébration des milliardaires qui lui attire des critiques à droite comme à gauche. Ce que j'ai dit, c'est que c'était normal et souhaitable qu'il y ait des jeunes, qui veuillent devenir milliardaires. Parce que ces jeunes qu'on a vus, là, qui ont un appétit folle, ils veulent réussir. Et je pense que c'est important aussi que des responsables politiques disent que vouloir réussir, c'est bien. Un ministre parfois provocateur, mais qui n'oublie jamais de convaincre, même ses adversaires politiques. L'hôtel Westin, au centre de Paris. Ce jour-là, les huissiers de justice ont invité Emmanuel Macron à débattre. La profession est vent debout contre sa loi. Oui, les dispositions sur le transport en autocar. De timides applaudissements, des sifflets, le ministre va être chahuté. Et donc je suis prêt à répondre à toutes les questions dans le temps où je suis là, mais je pense qu'il faut se parler. Et il faut siffler, ça ne sert à rien. On est là pour s'expliquer et faire avancer les choses ensemble. On baissera aussi les droits de mutation. Les huissiers reprochent notamment à Emmanuel Macron de les confondre avec les notaires. Et je prends l'exemple du notariat. On n'est pas des notaires, on n'est pas des notaires. C'est la vérité. On n'est pas des notaires. Moi, j'ai confiance en l'autre. Et je crois que le rôle de la loi... Oui, mais ça, pardon. Il y a des mécanismes de correction, mais... On n'est pas les laquais de la République. Emmanuel Macron encaisse, puis impose sa méthode. Il écoute ses interlocuteurs et il reconnaît leurs difficultés. Moi, j'entends le point qui est fait et le distinguo que vous établissez, qu'on a sans doute insuffisamment vu, peut-être entre les huissiers et les notaires, pour le coup. Merci. Sur ce sujet. Une méthode tout en rondeur et qui paye. Moi, ce qui est bien avec vous, c'est comment vous acceptez les sifflements ou les contestations. Vous avez une attitude très républicaine. Alors, nous n'avons pas tout à fait la même sensibilité politique. Quoique, quand je sais votre profil, vous seriez très bien à l'UMP. Mais je ne suis pas... Au bout d'une heure, la salle lui est finalement acquise. L'éloquence, la force de conviction, c'est la botte secrète d'Emmanuel Macron. Bonne soirée, allez, au revoir, je file. Salut, merci beaucoup. Un premier de la classe qui a toujours cultivé la magie du verbe. L'inspecteur des finances, l'expert en chiffres, est avant tout un littéraire. Il a fait ses classes au prestigieux lycée Henri IV. C'était à la fin des années 90. Le voici parmi ses camarades, cheveux au vent. C'est en quelle classe cette photo-là, on est en Cagne. On a Emmanuel Macron qui est ici, au centre. Hein. Il est assez visible. Hein. Moi-même, je suis un petit peu plus en retrait, avec
un look très, très années 90, à droite. Le truc le plus frappant, c'était le fait qu'il dînait avec les profs. Voilà. Alors, et donc, il y avait déjà, déjà le type qui brûle les étapes et qui parle déjà d'égal à égal avec les grands, quoi. La volonté du pape, c'est le cardinal Lavigerie. À l'époque, Pascal Cullerier était son professeur d'histoire. Il a été marqué par l'élève Macron, Emmanuel. Il devait avoir 17 ans, enfin, il était encore très jeune et il avait des dons oratoires tout à fait exceptionnels. Ça m'avait beaucoup frappé. Du brio et du mystère. Il se murmure que l'élève Macron a un grand projet. Au bout d'un moment, si on cherchait à demi-mot, il confessait qu'il était en train d'écrire une œuvre qui avait l'air tout à fait extraordinaire. Et donc, voilà, on imaginait que d'ici quelques mois, quelques années, cette œuvre allait surgir et révéler peut-être un nouvel auteur qui aurait été dans notre classe. Donc on aurait tous été intéressés. Finalement, on a eu un ministre de l'économie. Ce qui était très frappant quand même quand il était jeune, c'est qu'il n'était pas carriériste. Ça, c'est vrai. Et il y avait des gens qui étaient voués à l'ENA et dans certains cas, qui étaient voués à la politique. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Et c'était absolument pas l'impression qu'il donnait. Et lui, il n'était pas bon en maths. Voilà. Il n'était pas bon. Mais quand on passait des cols à l'oral avec lui, il essayait toujours de grappiller un truc qui s'était dit juste avant ou d'entendre le prof expliquer telle partie de l'exercice. Et il composait un petit discours avec tout ça et il arrivait à faire sentir au prof qu'en fait, il avait compris. Ce qui fait qu'il avait des bien meilleures notes à l'oral en maths. Alors que je pense que fondamentalement, il n'avait pas la solution. Vous me décrivez un petit peu un pipoteur, non ? Ah oui, non, mais il a un côté pipoteur, c'est évident. Il a un côté pipoteur de génie, mais il a un côté pipoteur. Je crois que lui-même est prêt à en convenir. Écrivain, philosophe, banquier, ministre. En 15 ans, Emmanuel Macron a déjà eu plusieurs vies. Et apparemment, il n'a renoncé à aucune d'entre elles. Aujourd'hui, vous écrivez une loi. Il paraît que quand vous étiez ado, vous vouliez écrire un roman, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'était quoi ? J'en ai même écrit. Ah bon ? Oui, bien sûr. Pour mes tiroirs. Ah bon, alors quel genre de roman ? C'était quoi votre genre de roman ? Le roman classique. C'est-à-dire ni à l'eau de rose, ni historique, ni... Non, des romans. C'était des romans qui parlaient de quoi, qui ressemblaient à quoi, qui s'inspiraient de quoi ? Qui sont assez classiquement des histoires d'amour, des... Ah bon ? Oui. Et alors, est-ce que vous publierez ça un jour ? On verra. Ou est-ce que vous reviendrez à l'écriture ? Peut-être. Oui, peut-être. C'est une perspective. Donc vous n'avez pas abandonné ? Quand je serai lassé de ce monde. Oui. C'est plus contemplatif, c'est un autre rythme. C'est très dur d'écrire. Je pense que c'est plus dur d'écrire que de faire ce qu'on fait. Parce que ça suppose d'être face à soi-même. Convaincre les autres, passer les jours et les nuits comme on fait là, pour convaincre, travailler, avancer, il faut beaucoup d'énergie, il faut de la conviction, il faut essayer de réfléchir, mais c'est pas être face à soi-même. Étonnant personnage. Prêt à parler littérature à 3h du matin, dans un bureau de l'Assemblée nationale. Il vient pourtant de passer la journée et la moitié de la nuit à défendre sa loi. Pendant 2 mois de bataille législative, il aura prêché, négocié, argumenté, parfois jusqu'à l'aube. Convaincre est pour lui une obsession. Ce qui est emmerdant, c'est que cette négo dure aussi longtemps. C'est un traité. Il est blanc. Non, je pense pas. Si, on nous a dit. Oui, moi je pense que Robillard, il est d'accord avec moi. Denis Robillard, un député frondeur qu'Emmanuel Macron veut rallier à sa cause. Ce soir-là, le ministre va essayer de se le mettre dans la poche. Denis, on fait une vraie réforme des prud'hommes, je compte sur toi. Comme toi déjà de ton travail le dimanche.
Le ministre aime les joutes oratoires. Il va manier les références et les bons mots. Les réponses ont été co-construites. C'est ça qui est vachement intéressant dans la maïeutique collective. Les réponses aux questions se sont construites en cheminant. Je les reprendrai comme des petits cailloux. Ah, c'est ça, hein? Écoute, tu trouves pas? Si ça marche, je t'appellerai Socrate. Chiche. Allez. Beau parleur, le ministre reste souriant, même face à une difficulté. Bon, allez, bon courage. Macron, ou l'art de rebondir, de brouiller les pistes et de n'être jamais vraiment là où on l'attend. Comment vas-tu? Monsieur le ministre, tu vas bien? Très loin des lambris de l'Assemblée nationale, ce soir, Emmanuel Macron inaugure une pépinière de start-up. Ça va, merci. Au milieu de tous ces créateurs d'entreprises, le jeune ministre semble comme un poisson dans l'eau. Bonjour. Non mais je vous dis bonjour. Donc en fait, c'est deux objets qui se connectent à la tablette, qui convertissent le mouvement en musique. Donc si vous ne bougez pas, il n'y a pas de musique. Vous faites la mélodie. Selon l'intensité que vous allez donner à l'objet, la mélodie va se complexifier. C'est très marrant. Putain, c'est extraordinaire. Ouais. T'as investi là-dedans? Non. Tu vas investir là. Apparemment, il n'a pas perdu ses réflexes de banquier d'affaires. Et à l'entendre, il partagerait avec ces jeunes la même envie d'entreprendre. Mais qu'on peut aussi mettre dans des objets plus grands. Ah, j'aurais adoré, oui, faire ça. Oui, c'est vrai. Oui, parce que je trouve que l'esprit qui a l'énergie de tenter des choses nouvelles, de vouloir conquérir quelque chose qui n'existe pas encore, c'est formidable. Emmanuel Macron n'en a jamais parlé, mais il a lui aussi voulu créer son entreprise. C'était en 2014, juste avant sa nomination au ministère. Serge Wimbert, le président de Sanofi, est un ami du ministre. Et à l'époque, il lui a donné quelques conseils pour monter sa boîte. Quand il a décidé de quitter l'Élysée, il avait décidé de créer sa propre société. Donc il n'a pas cédé à des propositions qui ont pu lui être faites de rejoindre telle ou telle structure. Il a choisi de prendre des risques. À l'époque, avant qu'il lui soit proposé de rejoindre le gouvernement, il était en train d'établir les statuts de sa société et de partir de zéro. Une société de quoi? Société de conseil financier, puisque c'était le secteur qu'il connaissait le mieux. Devenu ministre par surprise, Emmanuel Macron sait ce qu'il doit à la chance et au hasard. Il n'est pas un professionnel de la politique. Il refuse de se projeter trop loin dans l'avenir, un peu comme ces jeunes entrepreneurs. C'est le point commun que j'ai avec eux. Honnêtement, aucun ne se voit dans 10 ans, je pense. Alors si, ils se voient comme des milliardaires, je peux vous dire, si c'est ce qui vous fait plaisir, je me vois comme maître du monde, ou on peut tout de suite avoir des rêves. Mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas de plan de carrière? Non, je suis libre. C'est la meilleure façon de bien faire ce qu'on fait au moment où on le fait. Pas de plan de carrière, du moins pas officiellement. Mais certains rêvent pour lui d'un avenir prestigieux. Moi, je pense qu'il a l'étoffe, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, je le dis depuis des années, je l'ai dit tout de suite, je dis qu'il a l'étoffe d'être président de la République, je l'ai dit dès que je l'ai vu. Pourquoi? Parce qu'il a ce mélange très français de l'intellectuel et de la compétence, de la hauteur de vue et de la volonté, de l'entêtement aussi. Mais pour ça, il lui faudra rapidement se présenter à une élection locale et devenir un élu de la République. Dans 2 ans et demi, s'il ne se lance pas en politique au sens militant et électif du terme, ça sera fini. Donc ça sera un passage éclair. Donc on ne pourra pas dire qu'il a fait de la politique. Il aura fait une fulgurance dans la politique pendant 2-3 ans de sa vie. Qu'est-ce qu'il fera en 2017? S'il veut aller au-delà, il faut qu'il se présente. Et à ce moment-là, il rentre dans une perspective de trajectoire politique. La présidence, l'intéressé affirme ne pas y penser. Comme si chez lui, le philosophe n'avait pas encore totalement cédé la place aux politiques. Ça, celui-là, je l'ai lu il n'y a pas longtemps. Avez-vous jamais pensez-vous parfois à devenir président de la République? C'est fou, cette question. Vous avez dû la poser à tous les hommes politiques, à mon avis. Moi, j'ai vu trop d'hommes politiques consumer leur vie et leur présent à penser à l'étape d'après. Et du coup, n'être jamais dans leur vie. Je vous dis, j'ai vu trop de gens malheureux de cela, trop de gens passer à côté de leur vie pour cela, et sans doute trop de Français déçus
de gens comme ça. Vivre plusieurs vies et ne renoncer à aucune d'entre elles. Comme s'il voulait tenir la plume de son propre destin et ne laisser personne inventer à sa place les prochains chapitres de sa vie.